Bonjour, bienvenue en mer de Chine dans cette 325e édition de Géopolitis. Au sommaire, les tensions autour de Taïwan. Taïwan, cette autre Chine démocratique et capitaliste dont l'existence même est intolérable aux yeux de Pékin. La mer de Chine, espace de confrontation, la Chine veut y imposer sa loi face aux autres pays riverains, face aux États-Unis. Tension encore autour des Paracels et des Spratlys, ces archipels colonisés par l'armée chinoise et qui focalisent les contentieux régionaux. Enfin, nous ferons un retour dans l'histoire à l'époque où Chiang Kai-shek faisait régner la terreur blanche. La mer de Chine est considérée comme un foyer de tensions géopolitiques parmi les plus dangereux au monde. Regardez cette image. Ces faisceaux sont autant de cargos qui vont et viennent vers la Chine, Taïwan, le Japon, la Corée du Sud, les Philippines et l'Australie. Le tiers du commerce mondial transite dans cet espace sur lequel la Chine entend exercer son contrôle total, un contrôle que lui contestent les autres pays riverains et les États-Unis. En mer de Chine du Sud, la marine de guerre chinoise se frotte d'ailleurs régulièrement aux bâtiments de la 7e flotte américaine du Pacifique. Et puis, au cœur de cet imbroglio géopolitique, il y a Taïwan, cette autre Chine démocratique et capitaliste que Pékin entend récupérer. La réunification est une priorité pour le président Xi Jinping et le Parti communiste chinois. Et les tensions sont allées crescendo depuis l'élection de Mme Tsai Ing-wen à la présidence de l'île de Taïwan. Le président Xi Jinping l'a réaffirmé le 2 janvier dans un discours solennel. Taïwan doit être réunifiée avec la Chine et elle le sera. Et il n'a pas écarté la possibilité d'un recours à la force. Nous ne promettons pas de renoncer au recours à la force. Nous nous réservons le droit de prendre toutes les mesures nécessaires contre les ingérences extérieures et contre les activités séparatistes en faveur de l'indépendance de Taïwan. Ces menaces faisaient écho aux propos tenus la veille par Mme Tsai Ing-wen, la présidente de Taïwan. Les relations entre Taïwan et la Chine ne peuvent être fondées sur de vagues considérations ou sur des menaces. Les deux parties se doivent de reconnaître les réalités de leurs différences fondamentales, de valeurs, de style de vie et de système politique. En raison de toutes ces différences, Taïwan est aux yeux de la dictature chinoise un modèle incompatible. Taïwan incarne en effet la liberté et la démocratie. C'est même une démocratie exemplaire. On manifeste librement. Il n'y a pas de prisonniers d'opinion, les élections sont transparentes, la presse libre. En cela, la petite république insulaire est une épine plantée dans le pied de la dictature communiste. En janvier, les forces armées taïwanaises ont donc repris leurs manœuvres sur terre, sur mer, dans les airs. Elles se préparent à repousser une possible invasion. Le scénario est immuable. Cela fait 70 ans que deux Chines se toisent de part et d'autre d'un détroit, large de 180 km. Mais jusqu'où Taïwan sera-t-elle capable de résister? Et avec l'aide de qui? Pékin s'évertue avec un certain succès de l'isoler diplomatiquement. Seuls 16 petits pays, plus le Vatican, la reconnaissent encore comme un État. Taïwan se retrouve de plus en plus seule. Et au jeu des comparaisons chiffrées, elle ne pèse pas bien lourd. Budget militaire, 10 milliards. Pékin, 228 milliards avec en prime l'arme nucléaire. Produit intérieur brut, 579 milliards, 21e économie mondiale. En face, la Chine affiche 12 237 milliards. Population, 23 millions, sur un territoire plus petit que la Suisse. En face, 1 milliard 300 millions de Chinois. Heureusement, les chiffres ne disent pas tout.
Bonjour Lionel Fatton. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Géopolitis. Vous êtes professeur à la Webster University de Genève et spécialiste de cette région Asie-Pacifique, un des points chauds sur la planète. Comment expliquer, Lionel Fatton, que la Chine mette une telle pression sur Taïwan? Alors je pense qu'il y a deux éléments de réponse. Premier, c'est Xi Jinping, qui veut marquer l'histoire. Il l'a déjà fait partiellement en inscrivant son idéologie dans la Constitution l'année dernière. Mais pour un dirigeant communiste chinois, la réunification totale du pays est, si vous voulez, le résultat que tout le monde cherche, en fait. Il voudrait réussir ce que tous ses prédécesseurs n'ont pas réussi. Voilà, c'est ça. Et il faut se rappeler que depuis 1997 et le retour de Hong Kong dans le giron chinois, Taïwan est la seule province rebelle, d'un point de vue de Pékin, à rester, en fait, en dehors du contrôle effectif de Pékin. Donc il veut ramener cette île dans le giron de Pékin. Et c'est pour ça que cette réintégration fait aussi partie de son rêve chinois, de cette politique de redonner la grandeur impériale de la Chine. Et donc c'est un point de politique interne pour Xi qui est extrêmement important pour sa légitimité. Alors pour réussir, la Chine utilise toutes sortes de moyens. Alors il y a l'intimidation militaire. Et puis quel autre levier d'influence dispose Pékin pour réussir cet objectif de la réunification? Alors juste un point, l'instrument militaire n'est pas pour réunifier. Ils ont abandonné cette idée depuis 1979, ils savent que c'est trop coûteux, c'est pour éviter une indépendance. Après, il y a d'autres leviers, par exemple la corruption de fonctionnaires ou la corruption de cadres dans les grandes entreprises, l'utilisation de médias. La Chine est très forte dans l'utilisation des médias sociaux pour donner une bonne image de la Chine continentale. Donc il y a une guerre médiatique qui se joue entre les deux? Oui, bien sûr, bien sûr. Et on sait aussi que la presse taïwanaise est indépendante. Relativement indépendante. Mais on sait qu'elle est aussi assez pro-chinoise, dans le sens où la presse comprend peut-être mieux que certaines personnes que l'avenir économique de l'île dépend des relations avec la Chine. Donc disons que Pékin a aussi une certaine influence sur les médias traditionnels. Mais là où l'influence s'exerce vraiment sont sur les médias sociaux, où Pékin est très très fort. Alors vous avez parlé de l'économie. C'est vrai qu'il y a une très forte imbrigation entre l'économie des deux Chines. Très forte, oui, et surtout qui s'est développée dans la période 2008-2016, donc sous l'ancien gouvernement des nationalistes. Il y a eu 13 accords concernant l'économie qui ont été signés, dont un accord de libre-échange d'ailleurs. Et aujourd'hui, les exportations taïwanaises vont à 30% en Chine continentale. Contre seulement 12% pour les États-Unis. Donc c'est essentiel. C'est une dépendance extrêmement forte. Et ce qui est intéressant, c'est que comme d'autres pays dans la région, ça crée une schizophrénie à Taïwan. C'est-à-dire que le Taïwan a besoin de la Chine économiquement, mais craint la Chine aussi parce que c'est une puissance croissante et qui peut se montrer agressive dans certaines situations. Alors justement, à Taïwan, qu'est-ce qu'ils veulent les Taïwanais? Est-ce qu'il y a une identité taïwanaise? Est-ce qu'ils veulent rester indépendants? Est-ce que certains souhaitent rejoindre la Grande Chine? Alors, il y a un phénomène de taïwanisation de l'identité, surtout depuis la fin de la guerre froide et la mise en place d'un système démocratique. Les premières élections démocratiques ont été en 1996. Et donc, les Taïwanais sont de plus en plus attachés à ces institutions démocratiques, à leur système socio-économique, qui est en opposition, en fait, avec le système autoritaire de la Chine continentale. Et donc, les deux identités, Chine continentale et taïwanaise, si vous voulez, se séparent de plus en plus. Juste un chiffre, au début des années 90, on estimait que seulement 20% des Taïwanais se considéraient comme seulement Taïwanais. 30% comme seulement Chinois. Taïwanais étant une identité complètement séparée de la Chine continentale. Aujourd'hui, on est à 60% de personnes qui se considèrent seulement taïwanaises. Et moins de 5% comme seulement chinoises. Donc on voit que l'identité taïwanaise prend forme de plus en plus, et c'est un mauvais signe pour la Chine parce que ça, si vous voulez, ça hypothèque la perspective d'une réunification pacifique. Alors on a parlé des tergiversations militaires pour éviter cette indépendance, et puis la Chine est très active aussi au plan diplomatique international pour isoler Taïwan. Et là on a le sentiment que Taïwan n'est pas tellement en train de gagner la partie. Non, surtout en train de la perdre. Pékin isole diplomatiquement Taïwan pour être sûr que la tentation de l'indépendance ne sera pas là pour Taïwan, parce que non seulement ils seront rasés de la carte par les 2000 missiles qui sont de l'autre côté du détroit, et en plus, personne ne va reconnaître cet État, vu que les autres pays reconnaissent la Chine plutôt que Taïwan. Est-ce que vous imagineriez que l'armée populaire de Chine passe le détroit et tente une invasion de Taïwan? Non. Pour être honnête, non, simplement parce que je crois qu'on l'a vu dans l'histoire, les opérations amphibies sont les plus dangereuses et les plus coûteuses. Par contre, ce qui est certain, c'est que si demain Taïwan déclare l'indépendance officiellement,
la Chine réagira militairement, mais la nature de l'intervention militaire sera simplement de couler l'île, c'est-à-dire de la raser de la carte. Parce que Pékin préférait voir l'île couler avec, comme j'ai dit, peut-être l'arme nucléaire, plutôt que de l'avoir déclaré son indépendance. Mais une intervention chinoise sur Taïwan, ce serait aussi provoquerait un formidable dégât d'image aussi pour le régime de Pékin, non? Bien sûr, mais l'alternative serait quoi? Serait une province rebelle qui déclare son indépendance, ça pourrait donner des idées à Hong Kong, au Tibet, au Xinjiang, à la Mongolie intérieure. Et c'est ça la hantise du gouvernement communiste chinois. C'est qu'on retourne dans le passé où la Chine était complètement dépecée, comme au XIXe siècle, par les puissances impérialistes occidentales. Alors, il n'y a pas que Taïwan, Lionel Faton, qui participe à l'augmentation des tensions dans cette région. Les incidents se multiplient en mer de Chine, et notamment en mer de Chine du Sud, où la Chine revendique un contrôle quasi exclusif. Il y a des contentieux territoriaux, la militarisation de cet espace maritime, qui est devenu un des points chauds de la planète, un des grands points chauds de la planète. C'est Kevin Gertsch qui nous le rappelle. Un bateau des gardes-côtes chinois éperonne violemment un navire vietnamien en pleine mer de Chine méridionale. Il y a eu entre 2002 et 2014 plus de 2000 incidents comme celui-ci. Si la mer de Chine attise les convoitises, c'est qu'elle recèle d'importantes réserves de pétrole, estimées comme les 15e les plus importantes au monde. C'est aussi l'une des plus grandes réserves de poissons de la planète, 10% de la pêche commerciale. Surtout, c'est par la mer de Chine que transite le tiers du fret maritime mondial, 60 000 cargos chaque année. La Chine revendique au nom de l'histoire un droit sur la quasi-totalité de la mer du Sud. Elle fait valoir ce tracé en 9 traits. Mais le Vietnam, en vertu des conventions internationales, défend sa souveraineté sur une partie de la mer de Chine méridionale. Tout comme la Malaisie, les Philippines et le petit royaume de Brunei. Le droit de la mer accorde à tout État côtier 12 000 marins. Ce sont les eaux territoriales. Jusqu'à 200 000 marins s'étend la zone économique exclusive. Si le territoire se prolonge sous la mer par un plateau continental, l'État riverain peut réclamer jusqu'à 150 000 en plus. Au-delà, ce sont les eaux internationales. Deux archipels sont au cœur de ces revendications. Les Paracels au nord et les Spratleys au sud, sur lesquels la Chine communiste multiplie ses implantations. Elle a déjà construit une dizaine de bases. En quelques mois, des récifs inhabités se sont transformés en aéroports ou en ports militaires, comme ici sur l'île Woody, dans l'archipel des Paracels. Autre exemple, sur le récif de Fiery Cross, où l'on distingue clairement des constructions militaires et une piste d'atterrissage. Et puis, le récif de Hughes, également transformé en base militaire et qui accueillerait environ 200 soldats chinois. En investissant ces îlots de pierre, Pékin vise l'élargissement de sa zone économique exclusive. Les pays riverains, Vietnam et Philippines notamment, considèrent de leur côté que ces îles leur appartiennent. Saisie par les Philippines, la Cour d'arbitrage de La Haye a désavoué la Chine en 2016. Elle estime que Pékin n'a aucun droit de souveraineté sur ces îles. Nous rejetons ce verdict et nous ne l'accepterons jamais. Nous n'avons rien à faire de ce soi-disant arbitrage qui n'a aucune signification légale. Et ainsi, depuis 2 ans, au mépris du droit international, la Chine poursuit son entreprise de colonisation. Alors la Chine verrouille, on vient de le voir de manière assez spectaculaire, cette mer de Chine du Sud. Et puis d'un autre côté, les États-Unis y accroissent leur présence. Oui, et pour comprendre les enjeux, en fait, en mer de Chine méridionale, je crois qu'il faut prendre un peu de recul et mettre un cadre général aux relations sino-américaines, qui est une configuration qui est classique dans l'histoire, avec un pays émergent,
croissance militaire, économique, et un pays dominant qui a modelé le système international pour ses intérêts, en fait. Et le problème, c'est qu'en mer de Chine méridionale, c'est le seul point jusqu'à présent où la Chine, en fait, a eu des activités révisionnistes qui allaient à l'encontre du système international mis en place par les Américains en 1945. Et donc, pour les États-Unis, c'est extrêmement important de faire comprendre à la Chine qu'ils défendront leur système. C'est une question de crédibilité pour les États-Unis et ça permet aussi de faire de la mer de Chine méridionale un laboratoire pour ces relations bilatérales parce qu'en interagissant avec la Chine, les États-Unis peuvent mieux comprendre si la Chine est un pays révisionniste ou si elle travaillera dans les règles du jeu du système international mises en place par les États-Unis. D'où la présence de la marine de guerre américaine pour garantir cette liberté de circulation en mer de Chine. Hein. Voilà, exactement, parce que la Chine a une conception de la Convention onusienne sur le droit de la mer qui est beaucoup plus territoriale, c'est pour faire court. Les États-Unis, un pays maritime... pour faire court, elle considère que cette mer de Chine méridionale lui appartient à 90%. Voilà, et surtout que les États-Unis ne peuvent pas envoyer des navires de guerre croisés dans ces eaux territoriales, etc., alors que les États-Unis ont une interprétation plus libérale. Et justement qui permet une plus grande liberté de navigation. Et les États-Unis veulent montrer à la Chine que leur interprétation doit primer. Parce que c'est encore le pays dominant dans le monde, et donc la Chine doit s'adapter plutôt que d'essayer de changer le système et de mettre en place de nouvelles interprétations. Et puis alors, se superposent en quelque sorte tous ces conflits territoriaux, les Spratless, les Paracels, on vient de le voir aussi. Comment réagissent les principaux pays concernés, le Vietnam, les Philippines? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont la même position schizophrénique que Taïwan, qu'on a discuté. C'est-à-dire qu'ils ont une dépendance économique extrêmement forte envers la Chine. Ouais, même croissante. Mais qu'ils ont peur, en fait, du révisionnisme chinois ou des ambitions cachées de Pékin. Donc, un très bon exemple, c'est le Vietnam, qui a un partenariat global avec les États-Unis, qui a une dimension militaire assez intéressante d'ailleurs, qui est fait pour contenir la Chine. Mais d'un autre côté, le Vietnam a aussi un partenariat stratégique avec la Chine pour approfondir les relations économiques avec Pékin. Donc, le Vietnam, comme d'autres, joue sur les deux tableaux. Et les Philippines, c'est la même chose. Quoique la schizophrénie s'est exprimée de manière différente, on avait jusqu'en juin 2016 Benigno Aquino, qui était très pro-américain, se réfugiait derrière l'armée américaine pour contrer la Chine. Avec Duterte, ça a changé. Avec Duterte, on a un pivot chinois, où là, il privilégie l'approfondissement des relations économiques avec la Chine au lieu de la protection américaine. C'est risqué d'un point de vue stratégique, mais ça apporte beaucoup de bénéfices d'un point de vue économique. Alors, il y a un acteur essentiel quand même dans cette région. Bon, ce n'est pas un riverain de la mer de Chine, mais un acteur essentiel, c'est le Japon. C'est un acteur émergent sur la scène du Sud-Est asiatique. Le Japon a été absent depuis 1945 des affaires de sécurité internationale, on va dire. Mais il se réveille et c'est surtout parce que le Japon doute de plus en plus des capacités à court terme des États-Unis à contrer la Chine et de l'engagement à long terme des États-Unis dans la région. Et donc le Japon pense de plus en plus qu'il est de son devoir d'être engagé directement sur la scène régionale pour défendre ses intérêts. Et il en a beaucoup. Le fait que le Japon a des conflits territoriaux avec la Chine en mer de Chine orientale laisse penser aux Japonais que si la Chine n'est pas contrée en mer de Chine méridionale, ça pourrait lui donner des idées expansionnistes en mer de Chine orientale. Et il y a aussi le fait que le Japon, depuis la catastrophe de Fukushima en 2011, est dépendant à 90% des importations d'énergie. Et donc, la plupart de ces importations viennent à travers la mer de Chine méridionale. Et donc, si la Chine a un contrôle effectif sur cette mer, en gros, elle a un contrôle effectif sur le cabinet qui permet d'asphyxier l'économie japonaise. Et ça, bien sûr, Tokyo ne peut pas l'accepter. Alors, Obama avait fait de cette région son pivot, aussi à travers le traité transpacifique, commercial. Trump sort de ce traité. Est-ce que les États-Unis se tirent une balle dans le pied? Alors, je crois qu'il faut comprendre qu'il y a une différence entre Obama et Trump, c'est-à-dire que Trump est un dirigeant populiste, et c'est-à-dire qu'il cherche des victoires dans le court terme. Donc, ça a été les élections de mi-mandat l'année dernière, ça sera les élections présidentielles de novembre 2020. Je pense que l'approche bilatérale de Trump est intéressante pour amener justement des résultats immédiats, parce que les États-Unis peuvent faire peser leur puissance économique dans les négociations bilatérales. Mais d'un point de vue de long terme, c'est extrêmement dommageable pour les États-Unis. Obama avait compris
qu'il devait avoir un système économique multilatéral dans la région pour ancrer en fait l'influence économique et diplomatique des États-Unis dans cette région. Trump sort 3 jours après avoir pris sa position à la Maison-Blanche, c'est sa première véritable décision. Et donc le message que les États-Unis ont envoyé aux pays de la région est extrêmement néfaste pour la crédibilité de l'engagement américain à long terme. Est-ce que vous croyez, parce que beaucoup d'analystes décrivent cette mer de Chine comme un des principaux points chauds de la planète, est-ce que vous croyez, vous, que ça pourrait dégénérer ? Il y a une probabilité assez élevée d'incidents entre, on va dire, navires ou avions de guerre américains et chinois, mais le potentiel d'escalade est assez limité. Simplement parce que les États-Unis ont assez peu d'intérêt dans la région, ou en tout cas moins que dans certains endroits. Et on va dire que la Chine a déjà un contrôle assez effectif. Ce qui est intéressant, c'est que Taïwan, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la probabilité d'incident est assez limitée, mais le potentiel d'escalade est total. Parce que si demain Taïwan, par exemple, déclare l'indépendance, la Chine attaquera, c'est sûr, Taïwan se défendra, les États-Unis certainement interviendront, et si les États-Unis interviennent, les États-Unis demanderont au Japon de les supporter. Et ça fait une conflagration entre la première, deuxième et troisième économie mondiale. Donc là, sur Taïwan, ça peut vraiment finir en guerre. Merci de ces éclairages, Lionel Flaton. Merci. Merci à vous. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Géopolitique. De même. Merci. Taïwan n'a pas toujours été une démocratie. Jusqu'en 1987, les Taïwanais ont vécu sous le régime de la dictature. Retour sur les années Chiang Kai-shek, à l'époque de la Terreur blanche. La télévision suisse y était. Voici notre rubrique ce jour-là. Durant près de 4 décennies, de 1949 à 1987, le général Chiang Kai-shek a fait régner la terreur blanche sur cette île qui s'appelait alors Formose. Dans ce reportage de la télévision suisse, le général célèbre ses 80 ans. La foule en liesse ferait presque oublier qu'il dirige son pays d'une main de fer. Au lever et au coucher du soleil, chaque jour, devant le palais présidentiel, la fanfare joue l'hymne national. Il n'en faut pas davantage pour rappeler que les temps sont graves. Il n'en faut pas davantage pour que la ville entière se mette au garde à vous. Il y a aussi les moins dociles. Aux opposants et aux contestataires, on réserve les cachots de l'île. De l'aveu même du régime, 140 000 personnes auraient été menées devant les tribunaux militaires, 8 000 exécutés. Sans doute, il y en a eu bien davantage. Mais l'île de Formose n'est pas un enfer pour tout le monde, surtout pas pour les soldats américains. Les hôtels de Peitou, dit le prospectus officiel, fournissent des bains d'eau chaude sulfureuse et des filles aussi chaudes que les bains. Devant le balai des motocyclettes qui amènent les belles à domicile, on se dit qu'ici, les affaires marchent bien. Et pourtant, c'est la guerre. Du moins, des affiches l'affirment. À coups de dessin, les nationalistes sans cesse assassinent Mao Tse-tung. L'atmosphère se veut tendue. Depuis son avant-poste insulaire, Chiang Kai-shek rêve de reprendre les armes. Autour de cette obsession de reconquérir la Chine continentale, il construit un objectif fédérateur. En attendant, le jour J, si jamais il vient, l'armée de Chiang Kai-shek, 600 000 hommes surentraînés, inlassablement répète les gestes du débarquement. En comptant les réservistes, Chiang Kai-shek peut jeter dans la mêlée 2 millions d'hommes. À défaut de reconquête, les soldats du régime combattent l'ennemi, armés de friandises et de lingerie fine. Quand soufflent les vents favorables, d'énormes ballons emportent vers le continent communiste de menus produits destinés à saper le moral de l'adversaire. Il doit ainsi tomber du ciel sur la côte communiste plus de paquets de biscuits, de tubes de pâte dentifrice, de sous-vêtements féminins enveloppés dans le portrait de Chiang Kai-shek qu'il n'est tombé de manne sur la tête des Hébreux. Parmi les sources qui nous ont aidés à réaliser cette émission, le magazine Diplomatie, tension en mer de Chine, le numéro 84,
Paru en janvier 2017, les tensions depuis lors se sont encore accrues. À réécouter à l'enseigne de Tout un monde le dossier de nos amis de la radio-télévision suisse, la Chine hausse le ton face à Taïwan et l'analyse du correspondant de la RTS, Michael Peucker. Zhongzhen, le district central de Taipei, transpire la démocratie. Le long des bâtiments officiels, ça et là, différents stands se succèdent. Des pancartes, des bannières colorées. Les militants de causes en tout genre se rassemblent dans le calme contre la réforme de l'éducation, pour le droit des aborigènes, mais aussi et surtout pour un référendum en faveur de l'autodétermination de l'île. Enfin, un documentaire sur Taïwan, c'est une denrée rare, intitulé Taïwan, le vent du changement. La réalisatrice Nathalie Georges nous fait découvrir les figures de la nouvelle génération politique qui a porté au pouvoir une opposition avide de liberté. Voici un court extrait de ce documentaire disponible sur Arte TV. Freddy Lim fait partie des nouveaux députés. Il pensait arriver discrètement par l'entrée latérale du Parlement. C'était sans compter sur les médias taïwanais. C'est la première fois que vous siégez dans la salle principale. Que pensez-vous de votre style ? Je n'y ai pas vraiment réfléchi, c'est quelque chose que je porte régulièrement. Tout est dit pour aujourd'hui. Merci aux équipes techniques et à la rédaction qui ont permis à cette émission d'exister. On se retrouve avec plaisir dans une semaine sur la RTS et TV5 Monde. Merci à vous de votre fidélité. À bientôt.